risque d'un péril plus grave, ou est-ce que nos politiques actuelles sont encore capables de reprendre les choses en main, mais au sens démocratique du terme, bien évidemment, puisque ce sont des valeurs qui sont encore soutenues. Alors, nous avons des intervenants de très grande qualité qui vont répondre et nous aider à répondre, voire à élargir ces questions. Monsieur Pascal Perrineau, je crois que je n'ai pas besoin de le présenter, en tout cas pour les membres qui assistent ici français, qui connaissent bien monsieur Perrineau, qui est un politologue, qui a dirigé en particulier le Centre de recherche politique, le CEVIPOF, dont on entend régulièrement parler. Monsieur Christophe Poirez, lui, conseiller de cette Assemblée, il est rapporteur d'un avis récemment adopté par cette Assemblée relatif à l'enjeu ou les enjeux de l'Union européenne, intitulé «L'Union européenne à la croisée des chemins». Nous avons avec nous monsieur Antonio Marzano, président du Conseil national italien. Monsieur Giuliani vient d'expliquer le défi auquel se trouve confronté le Conseil économique et social italien aujourd'hui. Et enfin, le pendant, mais venant de Varsovie, de M. Perrineau, M. Radoslav Makowski, qui est lui aussi politologue, qui est spécialisé en politique comparée sur les études électorales. Alors, tout de suite, je laisse la place au débat, et M. Perrineau, je vous suggère d'ouvrir ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Quelques remarques préliminaires, puisque là nous en sommes à la première table ronde, qui est la table ronde qui cherche à circonscrire l'ampleur de la fracture démocratique. Nous sommes lors du constat des solutions, même si elles ont déjà été avancées pour partie par Jean-Dominique Giuliani tout à l'heure. Les solutions viendront peut-être lors d'autres tables rondes. On a bien vu dans ce que nous venons d'entendre l'ampleur, particulièrement depuis la crise économique et financière, l'ampleur de la fracture démocratique dans les différentes opinions publiques des pays de l'Union européenne. Mais, comme le disait là aussi Jean-Dominique Giuliani, la situation n'est pas uniquement une situation européenne. Tout cela renvoie à des dysfonctions, à des problèmes auxquels sont confrontées les démocraties politiques dans le cadre national. Et je voudrais, à partir du cas français, donner quelques éléments de l'ampleur de la fracture démocratique que nous connaissons aujourd'hui. Et je vais me baser pour cela sur une enquête que nous menons d'ailleurs chaque année avec l'aide du Conseil économique, social et environnemental, et qui est un baromètre de la confiance politique qui mériterait plutôt d'être appelé aujourd'hui, d'ailleurs, un baromètre de la défiance politique. Parce que la confiance politique, par moments, s'approche, est proche de zéro. On n'a jamais vu ça dans la série des enquêtes d'opinion menées depuis des années, en tout cas sous la Ve République. Alors, je voudrais, j'espère que je sais faire marcher. Voilà. D'abord, premier constat, qu'est-ce que suggère la politique? Qu'est-ce que la politique évoque quand on interroge les Français? Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d'abord? C'était l'enquête, nous allons remener dans quelques semaines une enquête, c'était l'enquête de l'année dernière, décembre 2013. De la méfiance, 36%. Du dégoût, 31%. De l'ennui, 11%. Les connotations positives, l'intérêt, 10%, l'espoir, 5%, le respect, 1%, l'enthousiasme, 1%. Vous voyez, c'est un véritable paysage sinistré. Nous n'avons jamais connu ça. Et commence à se substituer à l'indifférence la haine. Un collègue britannique vient de sortir il y a quelques années, en Grande-Bretagne, un livre, Colin Hay, qui s'appelle Why We Hate Politics. Pourquoi nous haïssons la politique. C'est-à-dire que cette crise des démocraties est en train de déboucher beaucoup plus que sur l'indifférence, beaucoup plus que sur du retrait.
c'est en train de déboucher sur des sentiments extrêmement négatifs. Deuxièmement, la crise de la représentation. Ça, c'est une question qu'on pose depuis des décennies. À votre avis, est-ce que les responsables politiques se préoccupent beaucoup, assez peu ou pas du tout de ce que pensent les gens comme vous? Eh bien, aujourd'hui, c'est à peu près 9 Français sur 10 qui considèrent que les hommes politiques ne se préoccupent que peu ou pas du tout des gens comme eux. 9 sur 10. Oui, et c'était déjà très haut il y a quelques années, mais ça ne cesse d'augmenter. À un tel niveau, ça devient vraiment extrêmement préoccupant. Alors ensuite, nous sommes dans le pays qui a inventé le clivage gauche-droite. Donc on se dit en France, les clivages sont lisibles, il n'y a pas de problème. Depuis 2 siècles, on a inventé ça au moment de la Révolution française, ça continue à fonctionner. Eh bien non, pas du tout. 60% des Français aujourd'hui n'ont confiance ni dans la droite, ni dans la gauche pour gouverner le pays. 18% dans la gauche, qui est le pouvoir, et 21% dans la droite. Vous voyez que l'alternative de droite a à peine plus de crédibilité que la réalité de la gauche au pouvoir. Donc par rapport à nos fondamentaux dans la vie politique, vous voyez qu'au fond, à peu près 2 Français sur 3, aujourd'hui, sont à la recherche d'autre chose. Et le problème, c'est que cela commence à atteindre la perception que les Français ont du fonctionnement même du processus démocratique. Là, vous avez la question, diriez-vous qu'en France, la démocratie fonctionne très bien, assez bien, pas très bien, pas bien du tout? Vous voyez qu'au moment du début de la crise, c'était à peu près 50-50. Aujourd'hui, c'est 69% de Français qui considèrent que la démocratie en France ne fonctionne pas bien. 69%. On n'avait jamais atteint de tel niveau. Jamais atteint de tel niveau. Donc, l'heure est grave, comme disent certains. La situation est une situation préoccupante. Et les dernières échéances électorales, en particulier les élections européennes auxquelles nous faisions allusion tout à l'heure, l'ont bien montré. La première force politique en France, au plan électoral aujourd'hui, est le Front National. Alors, bien sûr, tout le monde s'en tire en disant « bah oui, il y a les abstentionnistes ». Voilà, la première force électorale est le Front National. Et les sondages sur le vote, c'est vrai qu'on est loin, pour la future élection présidentielle de 2017, montrent aujourd'hui, il y a eu 3 enquêtes, que Marine Le Pen est en tête, pour l'instant, des intentions de vote à un premier tour. Alors, on pourrait dire, mais vraiment, la France est dans un état effrayant, ce que font certains analystes un peu hâtifs. Voilà, la France est devenue une société de défiance. Eh bien non, c'est plus compliqué que cela. Et là, après les zones d'ombre sur lesquelles on va revenir, viennent les zones de l'Union. Les Français, vous voyez, continuent à s'intéresser à la chose publique. Quand on leur pose la question, est-ce que vous vous intéressez à la politique, beaucoup ou assez, ben vous avez environ 60% de Français qui disent non, on s'intéresse. Ils rejettent, ils peuvent haïr, ils peuvent être indifférents, mais ils continuent à s'intéresser à la chose publique. C'est-à-dire l'intérêt est toujours là. Les Français ne se retirent pas sur l'aventin de l'indifférence. La chose publique, le débat, l'espace public continue à les intéresser. Et puis, ce qu'on a bien vu ici à plusieurs reprises, lorsque je venais rendre compte du baromètre de confiance politique devant le Conseil économique, social et environnemental, s'il y a une défiance en haut, il y a une profonde confiance en bas dans la société française. C'est-à-dire, lorsque vous demandez aux Français, est-ce que vous faites confiance, par exemple, aux gens que vous connaissez personnellement, 94%, la famille, 94%, les voisins, 74%, vous élargissez le cercle, les gens qui ont une opinion religieuse différente de la vôtre, 66%, les gens d'une autre nationalité, encore 60%, les gens qu'on rencontre pour la première fois, là ça commence à se dégrader, bon, on passe en dessous de la barre des 50%. Mais vous voyez bien qu'en bas, s'il y a une défiance vis-à-vis du monde d'en haut, défiance politique, défiance aussi dont il faudrait parler, défiance économique, il y a une profonde confiance sociale, sociétale, on dit souvent dans un mot qui n'est pas très heureux. Il y a une confiance en eux. Et le problème aujourd'hui, c'est pour les politiques
mais aussi pour tous les responsables associatifs, économiques, sociaux, culturels, de reprendre racine dans cette confiance en soi. Parce qu'on est dans une société, le terme de fracture utilisé dans le thème du colloque est vrai. Il y a une fracture entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, ça ne communique plus. Mais dans le monde d'en bas, il y a une réelle confiance. Comment repartir de cette confiance d'en bas pour reconstruire une confiance, et en particulier une confiance politique? Alors, Jean-Dominique Giuliani tout à l'heure donnait quelques pistes, s'invente de manière extrêmement concrète, en France assez peu, mais pas mal dans les démocraties d'Europe du Nord, par exemple, des nouvelles techniques, j'allais dire, démocratiques, des nouveaux modes d'expression démocratique qui repartent de cette confiance d'en bas, les sondages délibératifs, les conférences de consensus. Il y a de multiples initiatives, et on en citait tout à l'heure 2 ou 3, en particulier le cas irlandais, qui sont tout à fait intéressantes pour ensuite mettre des mesures qui ont été débattues à l'agenda des assemblées représentatives, parce qu'à la fin des fins, ce sont les assemblées représentatives fortes d'une légitimité démocratique qui doivent décider. Mais en amont, il y a toute une revivification du tissu démocratique à entreprendre. Il faut simplement faire preuve un peu d'imagination. Et très souvent, on a l'impression, on est loin de mai 68, que l'imagination n'est vraiment plus au pouvoir. Vraiment plus au pouvoir. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe quand il y a une telle crise de confiance, une telle crise des loyautés, des allégeances politiques? Eh bien, il n'y a que 2 stratégies qui sont possibles. Un économiste américain maintenant disparu, extrêmement subtil, qui s'appelait Henry Herman, avait écrit il y a longtemps un livre très intéressant qui s'appelle Exit, Voice and Loyalty, dans lequel il montrait très bien que lorsqu'il y a une crise des loyautés, que ce soit dans une organisation économique, une organisation politique, une organisation sociale, une assemblée, lorsqu'il y a une crise des loyautés, des allégeances, il n'y a que 2 stratégies. Il y a l'exit et il y a la voice. L'exit, eh bien voilà, c'est les citoyens qui peu à peu se retirent. C'est la poussée préoccupante que nous connaissons dans de nombreux pays de l'abstention. Encore, là, les dernières élections européennes, c'est une majorité de citoyens européens qui se sont abstenus. Donc ça, c'est la première réaction. On se retire. Ce qui ne veut pas dire que dans ce retrait, il faut lire uniquement de la différence. Parce que tous les meilleurs spécialistes de l'abstention montrent aujourd'hui que dans l'abstention, il y a une dimension protestataire. Et puis la seconde solution, c'est quoi? Eh bien, c'est la voice. C'est la protestation. C'est, eh bien, ce que nous avons recensé tout de même, pas dans tous les pays européens, mais dans nombre de pays européens, aux dernières élections européennes, c'est-à-dire ce que certains appellent en France la politisation négative, la protestation populiste, où l'on sait très bien ce que l'on refuse, on ne sait pas très bien ce que l'on soutient. C'est ce que dit de manière subtile Pierre Rosanvallon, un philosophe et politologue français. Aujourd'hui, il dit les élections ne sont plus des élections, ce sont des désélections. On n'élit plus personne, on désélit aujourd'hui. Voilà. Et les forces populistes en France, et au-delà, en Europe, les forces nationalistes et populistes sont à l'avant-garde de ce camp de la désélection. Et ils font, là-dessus, ils accumulent, ils renforcent leur pelote. Et on l'a vu en Italie, en France, au Danemark, en dehors de l'Union européenne, en Norvège, en Suisse, dans l'Union européenne, en Suède. Toutes ces forces sont à la hausse, et parfois fortement à la hausse. Dans 2 pays, au Danemark et en France, ce sont aux élections européennes les premières forces politiques. Et si en Italie, même si le phénomène est plus complexe, le phénomène Cinque Stelle de Beppe Grillo ne peut pas être complètement assimilé à ce type de force, si vous... Beppe Grillo est maintenant aujourd'hui, et ce mouvement est une des premières forces politiques en Italie. Donc, il y a bien là, si vous voulez, des menaces. On voit très bien de quoi l'avenir de l'Europe peut être fait si, de la part des citoyens, des forces politiques, des forces sociales, des assemblées, des conseils économiques et sociaux, il n'y a pas un travail qui est un travail d'imagination politique pour avoir une réponse à la hauteur du défi qui est adressé aujourd'hui
à la démocratie politique représentative, à la fois au plan européen et au plan national. Voilà, merci. Monsieur Perrineau, merci. Le défi est parfaitement esquissé.